La lettre A, ce sera pour le mot arborescence, parce que nous avons la chance d'être à l'ombre d'un arbre, ici à Narbonne. Et il se trouve que la métaphore de l'arbre, elle habite l'histoire de la philosophie depuis ses origines. Parce qu'on va elle nous permet de comprendre ce que c'est qu'une discussion philosophique avec les enfants. On peut voir la discussion philosophique comme un processus qui se déploie progressivement dans une série d'embranchements, dans une série d'articulations, qui fait qu'elle devient de plus en plus touffue et qu'à la fin on obtient une pensée approfondie, complexe. Donc si tu es d'accord avec cette analogie, que représenteraient pour toi les racines de l'arbre, que représenterait le tronc, et puis que représenteraient les branches? Alors sur l'idée d'arborescence, je crois qu'effectivement, utiliser des métaphores, c'est assez intéressant parce que la métaphore donne à penser et jusqu'à un certain point, elle nous éclaire. Si on la poussait plus loin, peut-être qu'elle nous égarerait. Mais au départ, moi, ce que je donnerais comme métaphore de la philosophie, donc avec les enfants, c'est l'idée de racine qui commence par finalement donc, l'émerveillement. Ce qui est extrêmement intéressant, disons, chez l'enfant, c'est sa capacité d'émerveillement devant le monde, peut-être parce qu'il n'a pas choisi de vivre, qui se trouve, comme dit Heidegger, jeté là, donc dans ce monde, et que finalement, donc, tout est pour lui, finalement, disons, questionnement. Et qu'il va falloir donc quelque part se créer du sens avec cette absurdité d'une naissance non choisie. Il est jeté là, il est même planté là en fait. Absolument. Comme un arbre. Et là il doit surgir. Et donc il est une somme de questions finalement. Un enfant c'est un ensemble disons de questions. Et cette espèce de sève qui monte précisément disons des racines qui va se mettre quelque part disons en marche quand on est étonné, curieux, on a envie de savoir. Et quelque part, donc, il y a un désir, ici, le désir de philosopher, hein, bon, qu'on trouve, disons, à l'origine, qui va donc se manifester. Alors, comment il se manifeste précisément? Et c'est le tronc, pour moi, il se manifeste essentiellement par la recherche. Parce que si on est étonné, si on se pose, disons, des questions, la question, finalement, c'est la traduction, quelque part, disons, de l'étonnement. Et si on commence à se questionner, c'est que, quelque part, on veut des réponses. Et pour avoir, disons, des réponses à des questions qu'on se pose, il faut se mettre en recherche. Et ce qui va être intéressant dans la philosophie avec les enfants, c'est que cette recherche ne va pas être seulement individuelle, elle va être collective. Et donc le tronc, finalement, c'est une recherche collective sous une forme qu'on va lui donner, qui sera, disons, la discussion. Et là, on a véritablement, disons, le tronc. Donc les racines, ce serait l'étonnement individuel, vécu par chaque enfant. Oui. Et le tronc, ce serait le moment où on se rassemble avec l'adulte et on en parle de cet étonnement et on répond en fait, on commence à partir à la recherche de réponses. Le tronc, c'est la recherche collective. Oui. Et cette recherche collective, elle va, et c'est le rôle de l'animateur, quelque part, disons, s'organiser. Et elle peut partir, à mon avis, disons, dans trois sens. Donc ce seraient les trois branches principales, finalement, disons, de l'arbre. Soit on va cheminer d'une question à un problème, parce que derrière une question, il y a une difficulté peut-être, disons, à répondre. Il y a aussi une urgence peut-être à répondre à cette question-là, si c'est une question existentielle qui intéresse, disons, tous les hommes. Et donc on va cheminer de la question vers le problème et vers les différentes solutions donc, qui permettent peut-être de le résoudre ou pas. Ou bien on va essayer un petit peu de savoir de quoi on parle, parce que cette question-là, très souvent, elle est constituée de notions qui sont des idées générales et abstraites que l'on traduit dans le langage, comme par exemple la vie, la mort, l'amour, l'amitié, etc. Mais bon, ces notions, c'est un peu comme des auberges espagnoles, c'est-à-dire qu'il va falloir leur donner un petit peu un contenu, essayer de les définir. Et là, on va cheminer finalement, disons, de la notion qui est un mot, donc finalement, disons, du langage, vers le concept. Et à partir du moment donc, où on essaye de trouver, disons, des réponses, il va falloir, c'est-à-dire des thèses. Une thèse, c'est une réponse, disons, à une question. Il va falloir trouver, disons, des justifications pour dire pourquoi, finalement, disons, on pense ce qu'on pense. Donc moi, je vois bien, finalement, disons, cet arbre-là, qui part, finalement, dans la sève, serait l'étonnement et le désir de savoir individuel, qui se traduit en recherche collective sous forme de discussion dans son tronc, et qui s'épanouit soit en allant vers le problème, soit en allant vers le concept, soit en allant vers l'argument. Donc dans les branches, il y aurait les arguments, les problèmes et les concepts qu'on décide de définir. Voilà. D'accord. Et ce qui est intéressant du coup dans cette métaphore avec votre sève, la sève de l'étonnement, c'est que finalement on voit bien que toute la discussion philosophique
doit se construire dans la continuité de ce désir fondamental de l'enfant de trouver la réponse et de cette tendance fondamentale originelle de se questionner. C'est le désir. Donc si on coupe la sève, peut-être qu'à ce moment-là, ça donne une exigence au facilitateur parce que ça lui fait... c'est une première contrainte, c'est qu'on doit toujours être dans la continuité de l'étonnement. Mais lui précisément, donc, il va travailler sur ce terreau, qui est le questionnement, disons, de l'enfant. Il va prendre au sérieux, disons, ce questionnement, et il va travailler avec ce questionnement pour dans une visée philosophique, faire en sorte qu'il y ait de la pensée individuelle et collective qui s'élabore. Donc si je comprends bien, il faut veiller à recueillir sans cesse les questions et l'étonnement de l'enfant. Absolument. Avant la pratique, avant la... Oui. Tout part finalement, comme disait Aristote, de l'étonnement, c'est-à-dire finalement, disons, du questionnement. Alors moi, dans cette image de l'arbre, du coup, je me questionnais par rapport aux racines, parce que je me dis, les racines de l'arbre, c'est ce qui est invisible et inaperçu. Et du coup, je me dis, peut-être que ça peut symboliser aussi le fait que dans l'expérience enfantine, dans le monde enfantin, en fait, il y a de la philosophie, il y a une présence latente de ce désir de philosophie qui peut en fait rester inaperçu. Et peut-être que l'enjeu de la philosophie avec les enfants, ce serait du coup de faire surgir cette présence latente et puis d'y répondre. Oui. Parce qu'elle peut rester, elle peut rester inaperçue. Et encore, je dis ça, mais en réalité, en général, les parents, les adultes ont souvent été saisis par les questions des enfants, en fait. On s'aperçoit que plus un enfant grandit, et moi qui étais professeur à l'université, dans la dernière partie de ma carrière, je le vois, moins les enfants et les adolescents ensuite, et les étudiants, posent des questions. C'est-à-dire que c'est comme si le système scolaire fonctionnait dans un éteignoir des possibilités, disons, de questionnement des enfants. Peut-être que cette déperdition de la faculté d'étonnement, elle vient du fait que justement la sève a été un peu ternie et a été un peu laissée à l'abandon, quoi. Parce que les questions des enfants n'ont pas été suffisamment prises au sérieux. Oui. Donc finalement, il s'agit de donner une légitimité à ces questions et à cet étonnement. C'est-à-dire d'entendre d'abord leurs questions, ce qui n'est pas évident parce qu'on croit qu'ils sont trop petits, c'est trop compliqué, on ne va pas les introduire dans des difficultés donc, existentielles donc, dès le départ, etc., etc. Il faut plutôt les protéger. Mais si précisément on prend au sérieux, disons, ce questionnement-là, alors tout le problème, ça va être de l'accompagner et non pas précisément de l'étouffer ou de sursoir. Mais est-ce que aussi le problème avec ces questions d'enfants, c'est pas ce qu'elles effraient les adultes parce que elles peuvent être un peu déstabilisantes pour les adultes, tellement elles ciblent des problèmes qui taraudent la condition humaine et auxquels on n'a pas de réponse. Et que peut-être que aussi on les laisse de côté parce qu'en fait, en tant qu'adulte, parfois on ne sait pas quoi répondre et on est juste... Je pense à une phrase de Michel Onfray là, qui m'avait bien plu, où il disait les enfants naissent philosophes, mais peu le demeurent. C'est-à-dire que si on ne maintient pas la vivacité et la radicalité du questionnement enfantin, ils risquent très rapidement, disons, de s'émousser. Parce que les enfants n'étant pas pris au sérieux dans leur questionnement, disons, existentiel, bon, ils referment leurs questions, quoi, ils les gardent pour eux-mêmes. Et on a raté une occasion extraordinaire, c'est finalement de fournir des outils intellectuels pour que les enfants, qui sont des petits hommes, s'accompagnent progressivement, disons, dans la vie eux-mêmes. Et à l'inverse, il me semble que Matthew Lipman, donc un des créateurs, un peu le père fondateur de la philosophie avec les enfants, pour lui justement, le philosophe devait prendre exemple quelque part sur la posture de l'enfant et ne jamais perdre en fait ce regard enfantin sur le monde qui fait qu'on le voit toujours comme un lieu étrange et qu'il ne faut jamais en quelque sorte s'habituer à l'étrangeté du monde parce que finalement pour lui la philosophie c'était vraiment se dire que ce qui se passe dans le monde c'est problématique, c'est bizarre, c'est étrange et que la philosophie en elle-même, avec les enfants, avec les adultes, avec n'importe qui, c'est réinterroger le monde pour enlever son évidence. Les enfants posent des questions existentielles fondamentales de la condition humaine. Et ils les posent souvent pour la première fois. Et par ailleurs, ils les posent avec une massivité, une radicalité qui est assez étonnante et qui me remet, moi, philosophe, malgré tout, ma culture philosophique, de temps en temps, devant, je dirais,
comme si finalement je me posais la question pour la première fois. Vous avez des exemples de questions comme ça qui vous ont saisi? Par exemple, est-ce qu'une amitié, par exemple, disons, ça dure toujours, quoi? Je ne m'étais jamais posé cette question de cette façon-là. Ou bien, donc, est-ce que l'imagination, c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Ça, c'était après Perrette et le pot au lait. Ou bien, est-ce que l'amour, c'est une illusion? Ça, c'est une question qu'on trouve beaucoup chez des adolescents, par exemple. Sur l'amour, moi, j'avais un élève qui m'a demandé « Mais pourquoi on aime le sentiment d'amour ?»